Bonjour à tous, bienvenue dans Architectonique. Pour ce premier épisode, nous allons parler du Rolex Learning Center de Sanaa. Et c'est parti! Donc le Learning Center est un bâtiment de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Il est l'œuvre de l'agence d'architecture japonaise Sanaa, qui est composée de Ryo Nishizawa et de Kazuyo Sejima. Commandité par Rolex et inauguré en 2010 suite à un concours en 2004, il reprend le principe des Learning Centers. C'est dans le nom, j'ai envie de dire. Déjà présent dans beaucoup d'écoles et d'universités de par le monde. Ce principe étant de créer un bâtiment de rencontre et d'échange au cœur du campus où les étudiants peuvent se retrouver et partager, s'amuser, travailler, et leur rapportant les fonctions de base qui sont nécessaires à la vie étudiante. Bouffe, glande, travail et sérieux. Le projet se présente comme une grande nappe ondulante de quand même 120 mètres carrés sur 166. Tu crois qu'ils ont vendu combien de montres pour payer le terrain? Nappe ondulante, je disais, percée de 14 patios qui permettent d'amener la lumière naturelle à l'intérieur du projet et la ventilation, parce qu'un bâtiment de 121 mètres sans aucune prise de lumière, à part sur les côtés, ça marche pas. Tu dis ça parce que les profs en projet ont pas arrêté de te le rabâcher sur un de tes bâtiments? Je vois vraiment pas de quoi tu parles. C'est un programme riche, tel que un centre d'accueil, une bibliothèque, une salle multimédia, un foyer, une cafétéria, un restaurant, des salles de recherche, de conférences, d'exposition, des bureaux, des archives, un vaste parking, des cornichons, une pizza, des pâtes, du liquide vaisselle, des torchons. Et ce programme ne remplit pas du tout les 14 000 m², non, bien sûr que non. Il y a 20% du bâtiment qui est percé des patios. On met pas les pieds dans un patio, enfin, en l'occurrence, le patio il est 3 mètres avec le niveau du sol, non. Et il y a à peu près la moitié, soit 7000 m², qui sont totalement vides. Vide, nada, rien. Juste de la circulation, que dalle. Il va vraiment falloir que je fasse un compteur de montre là. Mais ces espaces ne sont pas vides, bien au contraire. Ils sont des potentiels. Le vide, c'est la potentialité. Ryo Nishizawa disait lui-même que les étudiants n'étaient pas en train de travailler dans les salles de cours la plupart du temps, et que c'était dans les couloirs qu'ils se rencontraient, qu'ils échangeaient avec leurs professeurs ou pas, qu'ils dormaient, qu'ils attendaient leurs cours, qu'ils mangeaient, Voilà, bref. C'est dans les couloirs, c'est dans les espaces qu'on juge d'habitude résiduels qu'il se passait des choses. Le problème à l'époque, c'est que le PFL, il est sans hiérarchie. Du fait qu'il y ait plein de bâtiments dans tous les sens, il faut quelque chose pour fédérer tout ce monde-là. Du coup, laisser autant de vide, c'est assez logique, parce que quand on a beaucoup de potentiel et beaucoup d'actions qu'on peut exécuter dans un lieu, on peut fédérer les étudiants en un endroit, on peut leur donner une place où se réunir. C'est ça le problème de l'EPFL, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, c'est que le PFL à l'époque, chacun fait sa soupe dans son coin sans s'occuper des autres. Or c'est en mélangeant les espaces, en mélangeant les gens, en mélangeant leurs discours, leurs expériences, en les partageant, qu'on apprend nous-mêmes. Donc un lieu qui permet de briser les frontières entre les différentes disciplines, c'est important. Du coup, il crée ces grandes parois vitrées, aussi bien dans les patios que vers l'extérieur, qui reprennent un peu le principe de façade libre du Corbusier. On en reparlera. Les architectes japonais ont une autre manière de concevoir l'espace et des façons dont ils se lient les uns entre les autres. En effet, la maison traditionnelle japonaise, comme l'archétype de la maison Sugimoto par exemple, est un large espace libre, fait de panneaux modulables en bois et en papier, qui sont amovibles et qui peuvent donc permettre de recomposer un peu sa maison comme on le veut et comme on le souhaite. En Occident, la donne est un peu différente, vu qu'on coupe, on tranche, synonyme de trancher. Sectionner, ah, c'est bien. Si je me souviens bien, t'as parlé d'ondulation. Ouais, en effet, dans le bâtiment, il y a deux ondulations, une petite et une grande, qui permettent d'accéder à l'intérieur du bâtiment, par le dessous. Et c'est aussi dans un objectif de ne pas avoir des fonctions qui soient privilégiées au niveau de l'entrée. Par exemple, si on rentre par ici, qu'on a une fonction là et une fonction ici, celle-là est privilégiée. En utilisant ce principe, on rentre en plein centre et toutes les fonctions sont un peu éparpillées autour sans préférence. Mais outre ce principe-là, les vallons permettent aussi de sectoriser l'espace. Vu qu'on n'a pas de coupure franche, il faut créer des cloisons entre les espaces, et c'est là que ces vallons interviennent. D'un côté, on a l'amphi qui est adossé à la colline. Si on passe le vallon, on a un espace de détente, plutôt on change d'atmosphère. C'est vraiment ça qui est important dans la construction de Sanaa. Ils sont vachement pacifiques, ces japonais quand même. Ils séparent les espaces, mais sans les... Sympa. Chaque lieu est caractérisé par son paysage. C'est ce qu'on retrouvera un peu dans le Feino de Zaha Hadid. Mais alors si vous me suivez jusqu'à présent, j'ai parlé de monticules, de paysages artificiels, de pentes assez importantes. Il y en a qui sont assez emmerdés par ce truc-là, le PMR, personne à mobilité réduite. Parce que quand on est dans une pente à 20% avec un fauteuil roulant, quand ça descend, mais quand ça monte, ça descend. Pas de panique. Les architectes ont pensé à une solution de secours, qui est d'installer du mobilier fixé, des terrasses, comme un peu les terrasses qu'on trouve dans les cultures de riz, des rampes de 20 mètres de long, mieux encore un funiculaire. Pourquoi faire un truc pareil?
Et pourquoi pas? En plus, c'est pas fini, parce que la structure, elle est encore pire que tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors, le principe de base dans le Rolex Learning Center, c'est d'avoir des arches. Ces arches sont percées par les patios, comme on l'a dit précédemment. Le problème avec les arches percées, c'est que ça ne tient pas. Structurellement, il est impossible de faire tenir ce genre de construction. Et l'anecdote de ce genre de projet, c'est qu'au lieu de virer l'architecte comme on le fait d'habitude en disant « t'as pas trouvé la solution structurelle, casse-toi », et ben là non. Là, ce sont les bureaux d'études qu'on mobilise dans le monde entier pour trouver une solution pour faire tenir ces arches. Et c'est après une longue réflexion, de plusieurs semaines il me semble, qu'un ingénieur vient avec un truc aussi bête qu'un arc. En effet, des arcs faits comme un arc, je sais pas si je suis très clair, un arc utiliserait un archer est maintenu par une corde. Et bien cette corde, ça va être un filet en acier qu'on va couler dans la dalle de béton qui est le plancher sur lequel se pose le Rolex Learning Center. Et le bâton de bois, lui, va former une nervure. Il suffit ensuite de démultiplier les nervures et de les mettre pour suivre la dite butte qu'on veut faire en béton. De couler le coffrage en béton avec des moyens qui sont aussi très complexes et un béton particulier. Et ça tient. On obtient quelque chose qui tient. Et c'est le monde à l'envers là. Comment est-ce qu'ils peuvent faire un truc pareil? L'archi, d'habitude, il ose demander le moindre petit truc qui sort un petit peu, qui se fait bâcher direct. Direct. Moi je dis, ils sont pas gentils ces japonais. Ils les ont enchantés avec je sais pas quel sortilège. Ils leur ont donné un biscuit avec du LSD, un truc, parce que pour fumer et accepter des propositions pareilles, il faut être dingue. Non, ils sont pas magiciens. D'ailleurs, ils ont loupé quelque chose. Il y a un endroit dans la structure où on a positionné un poteau de la honte. Alors je sais pas trop si ça s'appelle comme ça, le poteau de la honte. Moi j'ai toujours trouvé ça rigolo, donc je continue à l'appeler comme ça. En gros, c'est un poteau qui est positionné à un endroit où l'arche est trop grande et où les ingénieurs ont dit que ça ne tiendrait pas. Les architectes ont été convaincus, mais c'est les ingénieurs qui ont gagné, le LSD n'a pas été suffisant cette fois-là. Il y a aussi 2 murs qui permettent de maintenir le bâtiment. Alors là, ouais, mais j'ai aucune idée de pourquoi ils sont là. Parce que dans le plan de base, dans le plan qu'on trouve sur internet, qu'on trouve dans les monographies ou autres, bah, ils y sont pas. Et moi quand j'y suis allé, bah, il y avait des poubelles planquées derrière, donc je sais pas si c'est un cache-poubelle, je sais pas. Au fait, dis-moi, le toit c'est le même bordel? Alors non. Pour le toit, c'est plus simple, beaucoup plus simple. On a une rangée, une trame de poteaux tous les 9 mètres, des potelets, à peu près de cette taille-là, d'acier, qui maintiennent une structure acier-bois, avec des chevrons, quoi, qui du coup épouse la forme de la dalle inférieure qui a été si compliquée à construire. C'est tout. Alors merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode de la chaîne Architectonique. Alors j'essaie de faire au mieux, mais même si le montage et la vidéo c'est pas vraiment mon truc, donc j'essaie. J'ai pas mal de sujets à traiter, pas mal de choses dont j'aimerais parler, donc ça viendra. Dites-moi si vous appréciez, si ça vous... si c'est bon. Merci beaucoup et à très vite. Et n'oubliez pas, le vide, c'est la potentialité.